Bonsoir à tous. L'Afrique a connu la pire récession économique dans un contexte difficile sur fond de pandémie mondiale et de chocs économiques externes. Selon la Banque africaine de développement, l'épidémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait d'importants ravages en Afrique, frappant plus durement les économies dépendantes du tourisme et celles exportatrices du pétrole et de ressources naturelles. Quelques 39 millions d'Africains pourraient tomber cette année dans l'extrême pauvreté après les 30 millions qui y sont plongés en 2020 du fait de la pandémie. Les efforts de soutenir les populations pendant la pandémie ont eu un impact négatif sur les soldes budgétaires et le poids de la dette sur le continent africain. Quelle est la situation du Cameroun, situation économique? Comment le pays fait-il face aux conséquences économiques et financières des crises sécuritaires et autres chocs endogènes et exogènes? Quel est le bilan de la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi? Quels sont les enjeux d'industrialisation et de création d'emplois au Cameroun? Pourquoi l'Afrique francophone a autant de retard par rapport à l'Afrique d'expression anglophone et lusophone? Pour en parler, dans le cadre de l'émission La Vérité en face, je reçois ce soir sur ce plateau un expert international ayant cumulé plus de 30 ans d'expérience dans le conseil au gouvernement en matière de gestion des finances publiques et développement du secteur privé. Il a été conseiller principal auprès de l'administrateur représentant l'Afrique au conseil d'administration du Fonds monétaire international. Il a été responsable de la stratégie pour le compte de la Société financière internationale en Amérique latine. Également, pendant 5 ans, il a été chef de mission à la Banque mondiale, chargé du secteur privé sur le continent africain. Eugène Nyambal est l'invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Eugène Nyambal, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et également sur ce plateau, Armstrong Formy, pour mener à bien cet entretien. Armstrong Formy, good evening. Bonsoir, Cédric Noufele. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for staying connected to your favorite program, La Vérité en Face, live from Douala, Cameroon. We are having a special guest today. We are having an economist, a senior economic policy and private sector development advisor. He's had a very rich experience with the IFC, the International Monetary Fund, as well as the World Bank. We are receiving Eugène Nyambal. Thanks for accepting our invitation. Thank you, sir. Et juste à côté de vous, Duval Fangwa. Bonsoir, Duval. Bonsoir, Cédric. Bonsoir à l'invité, Eugène Nyambal. Et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Eugène Nyambal, c'est une préoccupation pour les Africains et principalement les Camerounais. Comment une crise sanitaire a-t-elle eu autant d'impact sur le plan économique? Qu'est-ce qui peut expliquer la relation entre la crise sanitaire et la situation économique sur le continent africain? Merci beaucoup de me passer la parole. Et je remercie également tous les auditeurs. Alors, pour parler de la crise du Covid, c'est une crise sans précédent. C'est la crise la plus forte que l'Afrique ait connue au cours des 50 dernières années. Alors, comment s'est-elle manifestée? On est parti d'une crise sanitaire qui a eu un impact sur la situation économique et sociale. Et comment a-t-elle impacté l'Afrique? C'est que la plupart de nos pays dépendent des exportations de matières premières. Donc, au niveau international, étant donné que les importations en matières premières se sont ralenties du fait du Covid, donc on avait moins de recettes pour nos pays. Le deuxième point, c'est qu'au niveau interne, avec le confinement, le fait que l'activité économique était ralentie, cela a eu un impact sur la situation budgétaire, sur la stabilité macroéconomique des pays. Et concrètement, en termes de mécanismes de transmission de la crise, donc au niveau international, baisse des prix des matières premières. Au niveau interne, les entreprises qui n'ont plus assez de commandes, qui vivent au ralenti, n'investissent plus, licencient des gens. Et au niveau social, on a une population qui n'a plus de revenus pour consommer. Et c'est le cercle vicieux qui s'enclenche. Alors, ça se traduit par une chute de la croissance de plus de
2,1%. Et ça se traduit également par une hausse de la dette de l'Afrique qui passe de à peu près 60% en moyenne du PIB à 75% en 2021. Ça se traduit également par le fait qu'il y a une perte de PIB, selon la BAD, de plus de 145 millions de dollars. Il y a également plus de 30 millions d'Africains qui perdent leur emploi et plus de 30 millions également qui se retrouvent dans une situation de précarité. D'où la nécessité d'apporter une réponse d'urgence. Alors, parlons de cette réponse d'urgence. Eugène Nyambal, comment appréciez-vous la manière dont le Cameroun a géré sur le plan économique cette crise sanitaire? On a suivi le JICAM, l'une des principales organisations patronales, poser le problème des effets dévastateurs de la crise sanitaire sur les activités industrielles et commerciales de plusieurs entreprises et le fait que des milliers de Camerounais ont vu leur emploi être détruit du fait de cette crise sanitaire, du ralentissement de l'activité économique. Comment appréciez-vous la gestion économique de cette crise sanitaire par les autorités camerounaises? Tout comme les autres pays du monde, le Cameroun, face à l'urgence, a répondu à la crise sanitaire. Je commence d'abord par les pays riches, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, qui ont apporté une réponse d'urgence au niveau sanitaire avec l'accélération des recherches sur le vaccin et puis des mesures sanitaires au niveau des tests. Et cela s'est également accompagné de mesures sur le plan économique depuis l'ère Trump. Ça s'est poursuivi sous Biden. En Europe, on a également eu la même réponse. Et dans ce cadre, les gouvernements africains, y compris le Cameroun, ont sollicité le financement d'urgence des bailleurs de fonds qui ont mis à la disposition du Cameroun à peu près une somme de 496 millions d'euros pour faire face à la crise. Donc dans ce montant, je mets le FMI, la Banque mondiale, la BAD et l'AFD. Alors, contre ce financement, le gouvernement a mis en place une réponse Covid basée sur 3 axes. Le premier, c'était d'aider à moderniser les structures sanitaires du pays pour mieux répondre à la crise, sachant qu'au niveau sanitaire, le Cameroun part d'un niveau très bas. Du fait de plusieurs décennies d'ajustement, les dépenses du Cameroun au niveau sanitaire, quand on prend au cours des dernières années, elles étaient autour de 6,2% vers 2017 et elles sont descendues autour de 3,1%. Et alors que... Le ratio international Oui, c'est-à-dire les dépenses de santé par rapport au total des dépenses du budget. Et l'OMS recommande une moyenne de 10%. Et les pays comparables au Cameroun ont des dépenses de santé à peu près qui oscillent autour de 12-14% de l'ensemble des dépenses de l'État. Donc, au Cameroun, plus que partout ailleurs, il y avait une nécessité de renforcer la dépense pour renforcer les structures de santé. On sait que dans nos pays, il y a des ménages, des gens pauvres qui n'ont pas accès aux soins. Et on a notamment les évacuations sanitaires qui nous coûtent très cher. Je pense que c'était une occasion historique de moderniser notre système de santé. Donc, le premier point, c'était moderniser le système de santé. Le deuxième point, c'était essayer d'atténuer l'impact de la crise du Covid sur les ménages, sur les plus pauvres. Donc des mesures d'accompagnement social. Là-dedans, il fallait identifier des filets de sécurité. Par exemple, fournir des kits alimentaires et sanitaires aux populations. Les soutenir au niveau des dépenses d'eau, d'électricité sur une période restreinte. Et il y avait d'autres mesures sociales prévues dans le programme. Et le troisième volet, c'était atténuer l'impact sur les entreprises, l'impact économique
sur les entreprises. Là-dedans, il fallait apporter des allègements fiscaux et au niveau des dépenses sociales aux entreprises, avec un accent sur les PME, PMI. Il fallait, au niveau du remboursement de la dette intérieure, favoriser les PME, PMI. Il fallait accompagner également au niveau de l'achat des intrants sur des produits stratégiques tels que les produits alimentaires et l'élevage. Donc c'est tout ce dispositif. Et il y avait également un fonds prévu pour faciliter l'accès de nos PME, PMI au financement qui est logé auprès d'une banque. Donc c'est autour de cet engagement, ce sont les engagements que le gouvernement a pris. Et autour de ça, il y avait également une entente avec les bailleurs pour s'assurer, par souci de transparence sur l'utilisation des ressources, de faire un audit de l'utilisation de ces ressources en fin de programme, de faire également des rapports semestriels. Donc c'est tout ce dispositif qui a été mis en place pour accompagner les autorités camerounaises. Cela fait 1 an que le gouvernement a contracté ces différents financements auprès des institutions financières internationales pour mettre en œuvre sa stratégie de riposte contre la pandémie de coronavirus. J'aimerais qu'on aille point par point pour en faire l'évaluation. Le premier volet que vous avez évoqué, c'est le renforcement des infrastructures sanitaires. Est-ce que la ventilation de ces différents financements vous a permis de voir une volonté réelle d'orienter les dépenses sanitaires vers le renforcement des structures de santé au Cameroun? Je pense que pour l'instant, je n'ai pas d'informations détaillées sur les actions mises en œuvre par le gouvernement. J'ai parlé des objectifs. Maintenant, sur l'utilisation des ressources, je pense que les bailleurs ont des revues périodiques qui vont permettre de voir les actions qui ont été mises en œuvre. Et notamment les audits aussi et les autres revues vont permettre de voir ce qui s'est passé. Mais quand je vois les répartitions qui ont été faites auprès des différents ministères, je fais confiance au gouvernement parce qu'il y avait une stratégie, une réponse avec des actions précises et des objectifs. Donc, j'imagine que la répartition a tenu compte de la feuille de route qui avait été mise en place pour soutenir des actions concrètes et précises, que ce soit au niveau des structures de santé, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau des entreprises. Et j'ai cru voir dernièrement qu'il y avait quelques soucis et qu'une task force avait été mise en place par les autorités pour voir de plus près l'utilisation de ces ressources. Je pense que cette task force permettra de voir de plus près ce qui s'est passé. Et je pense qu'au-delà de l'analyse, de l'évaluation de la passation des marchés publics, il faut que la task force s'assure que les engagements qui ont été pris, les actions qui ont été prévues soient réellement mis en œuvre. Et s'il y a des écarts par rapport à nos engagements, qu'on prenne des mesures correctives pour que la réponse Covid puisse profiter pleinement à la population et aux entreprises. Pour rester sûr. You are talking at the same time when you cited the devastating effects of the COVID-19 on the African continent, and you cited that so many Africans lost their jobs, including Cameroon. And Cameroon government strategy in fighting that, you came from the fact that they placed emphasis on making the health infrastructure good to be able to fight COVID-19, moving to helping households to be able to face the challenges of COVID-19. And now back to the strategy in helping enterprises, small and medium-sized enterprises as well as large-scale enterprises in handling the effects of COVID-19. Do you think it was well done in terms of the strategy applied at a time when we still have many enterprises who are finding it difficult to rise in Cameroon, and we are still having many people who lost their jobs in the course of the COVID-19 procedure and are still yet to get their jobs? Thank you very much. I think that the response was it was appropriate because we targeted the key
areas where there was an impact of the COVID crisis: the health sector, social sector, and the economic sector. However, the strategy is nothing without good implementation. And regarding, for instance, SMEs that were unable to continue the activity, I think that besides the COVID, you have more structural issues facing our companies because the business environment is not there. Sometimes they don't have the right capabilities to have access to finance. But specifically for people who, for instance, lost the jobs, or for companies that lost opportunities, there were provisions in the COVID response to try to compensate them. So now the key issue is whether this was done or not. Because there's the group that is the group commonly known in Cameroon as GCAM, for example, came up with about a total of 18 measures that is directed to the government of Cameroon, wishing that these measures be applied by the government. Some of them ran from physical measures to that at the level of customs, things that they believed that if they were implemented by the government, it would have been able to help enterprises stand up and entrepreneurs in Cameroon to be able to be strong across the COVID-19 period. Some of them talk about relaxing the procedures in clearance procedures, for example. Some talk about the government suspending some taxes, the level of enterprises, even people getting things into the country at the level of the port. How do you analyze these measures that is came up with or brought up by GCAM, for example, and forwarded to the government? I think that GCAM has identified key obstacles to business in Cameroon. But in terms of response, you have two main areas. The first one is that the COVID response was an emergency response. So the government could not take everything from the GCAM report. So we need a two-pronged approach. One that addresses the issues created by the COVID. But the second approach is that Cameroon is lagging in terms of competitiveness, in terms of business environment. We need a stronger program or private sector development to remove all these obstacles to investment and to private sector development. And in this area, Cameroon is lagging behind most African countries of the same size. Yes, they lag behind because you are better placed. You know, you are with the International Monetary Fund and working as special advisor to the African administrator. Am I right? And of course, you must have had the clear knowledge on strategies, response strategies adopted by different African countries, most of them who are at the same level as in Cameroon. When you look comparatively, you see that Cameroon's measures probably wasn't the best if the outcome was not perfect as in other African countries. Some Africans also go further to question that why is the impact more devastating in Africa, whereas other countries like within the Southeastern Asia has a kind of economic situations like that of Africa, most of them who also depend on export, but the impacts are some side of limited or are smaller than what Africa is facing. So the question is? The question is that the strategy which would have been applied by the people, which are the best strategies which would have been applied by African countries that you saw somewhere, because you have a global knowledge of strategies applied by different countries, be there those in Africa and those out of Africa. And now if you are advising them, where did the African people or Cameroonian government go wrong? Strategy for what? For private sector development? Or yes, the direct strategy, the perfect strategy in responding that would have at least helped in limiting the impact, if not stopping the impact, at least limiting it. The impact of the COVID? Yes. Yeah. I think that the way the response was packaged was appropriate.
as I said earlier, it was a short-term response. But now, for resolving longer-term issues such as lack of growth, unemployment, and all this, you need a longer-term strategy, like what Rwanda or Ethiopia and these countries did. The first thing is to have a clear vision on where do we want to go, how are we going to create jobs and wealth. The second level is what kind of strategies can support our vision. Strategies in terms of human resources, financial resources, infrastructure. You need a holistic approach on how to support your strategy. The other level is the institutional capacity to implement your strategy and to monitor. And in most of these areas, Cameroon is lacking. When I look at for instance, the doing business indicators, we still have a way to go. I look at the infrastructure side, we have a way to go. I look at our companies. Cameroon is a great country with a lot of small and medium-sized companies that need to be helped, to be promoted. They need more capabilities to become more competitive. You have another challenge in terms of human resources. Our youth is well educated, but we need to make sure that the skills match with the needs of our economy. Ma question va porter sur la dette, ou bien si vous voulez, les montants qui ont été, les moyens qui ont été déployés dans le cadre de cette stratégie. Vous avez indiqué tout à l'heure, vous avez d'abord planté le décor en présentant l'impact de cette Covid-19 sur les économies africaines de façon globale, en donnant quelques indications, notamment la chute de la croissance, pratiquement 2 points. Vous avez parlé également des emplois qui ont été perdus et également la précarité des emplois. Mais sur le cas du Cameroun, vous indiquez que on a pris 496 millions d'euros. Et vous avez bien indiqué comment est-ce que cela devait être organisé. Premier point, les dépenses de santé, avec notamment la question des infrastructures, et c'est sur cela que porte la question de Cédric. Ensuite, la nécessité d'atténuer l'impact social du Covid. Et troisième élément maintenant, d'atténuer l'impact du Covid sur les entreprises. La question que je pose, c'est celle de savoir comment on fait pour définir ce type de montant. Est-ce qu'il y a un travail qui se fait au niveau du gouvernement en collaboration avec les institutions financières internationales qui sont les bailleurs de fonds, ou bien il y a un modèle standard qui est défini et qui est proposé à tous ces États? Est-ce qu'en définissant le montant, par exemple, de ces moyens qui ont été dégagés, on a pris en compte les spécificités des États par rapport à la riposte ou bien la résistance à cette pandémie? Tout à fait. On a les bailleurs et moi-même et d'autres personnes avons été impliqués dans la préparation de programmes Covid dans différents pays. Ce qui est le plus important dans la manière de travailler, je pense, de tous les bailleurs, c'est d'apporter des réponses spécifiques aux problèmes spécifiques de chaque pays. C'est-à-dire, quand je vais au Gabon, en Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire, je n'ai pas la même approche qu'au Cameroun. On travaille en étroite collaboration avec les autorités pour identifier les besoins, concevoir ensemble le programme avec les mesures qui sont faisables et qui ne sont pas faisables. C'est dans ce cadre que, par exemple, je disais tout à l'heure que lorsque le GICAM propose 18 mesures, il y a un devoir de sélection. Donc, quand on prépare un programme Covid, on peut prendre une partie des mesures qui sont proposées par le GICAM, sachant que pour résoudre les problèmes à long terme, il faudra un programme plus solide, plus costaud à côté pour accompagner le gouvernement. Dans le cas du Cameroun et des autres pays, de la CEMAC par exemple, sur la réponse Covid, donc on a mesuré que l'impact du Covid se manifestait à 3 niveaux, sanitaire, social et économique. Mais au-delà de ça, avant le Covid, la plupart de nos pays étaient déjà quasiment en crise. Du fait de la chute
de plus de 50% du prix des matières premières depuis 2014, où la plupart des pays africains n'ont pas su s'ajuster, baisser les dépenses pour pouvoir faire à la crise. Donc, il y avait déjà cette crise qui était là sur laquelle j'ai travaillé sur de nombreux pays, qu'on était en train de résoudre. Et la crise du Covid ne fait que renforcer cette crise. Donc, en plus des problèmes identifiés au niveau sanitaire, social et économique, il y avait déjà la dégradation de la situation macroéconomique du pays. C'est-à-dire, il y avait des besoins. Les réserves, par exemple, de la CEMAC avaient baissé. Il y avait des problèmes de déficit budgétaire. Donc, l'argent qui arrive, quand je parle de 487 milliards, oui, c'est pour cette réponse, mais c'est aussi pour permettre au Cameroun et aux autres pays... Donc, vous définissez ensemble les priorités. Oui, et aux autres pays de faire face aux problèmes de baisse des réserves et de ressources budgétaires. Donc, vous définissez les priorités et je vais dire le process aussi. Oui. Je vais prendre un exemple précis pour essayer sur la question de Cédric. Parce que quand vous dites, les dépenses de santé, les infrastructures, ensuite vous dites atténuer l'impact social, puis les entreprises, on voit une sorte de hiérarchisation. Mais maintenant, lorsqu'on va sur le terrain, lorsqu'on observe par exemple, lorsque cette pandémie a commencé, on a bien vu comment on a mobilisé beaucoup d'argent pour construire, on a même transformé des stades en centres de santé, tout ce qu'on peut imaginer. Mais en observant les chiffres du ministre de la Santé, par exemple, sur la prise en charge et autres, on entendait très souvent dire taux d'occupation des lits, 1%, 2%, ainsi de suite. Est-ce que ça n'amène pas à interroger sur le sens des priorités par rapport aux décisions qui ont été prises sur la gestion de ces fonds-là, par rapport à ces préoccupations précises? Lorsque je présente l'impact du Covid sur les 3 points, oui. Sanitaire, social et économique, oui. Il n'y a aucune hiérarchisation. Ok. Il n'y a aucune hiérarchisation. Ça dépend maintenant des États. Oui. Ils doivent domestiquer ces stratégies. Il n'y a aucune hiérarchisation, oui. Okay. Mais au niveau sanitaire, on a dit moderniser les structures, oui. Mais également, il y avait toutes les actions de formation, d'équipement qui devaient être mises en œuvre, de tests. Oui. Et à l'époque, en fait, on a mis des ressources comme ça, mais on ne savait pas l'impact exact que ça aurait au niveau sanitaire. Et on s'est rendu compte par la suite que l'Afrique avait été plus résiliente au niveau sanitaire qu'on le pensait. Alors c'est pour ça que je pose la question sur la spécificité de la stratégie, parce que vous avez commencé par parler des États-Unis. Je vais dire sur les mesures d'accompagnement, puis vous êtes arrivé sur l'Afrique. Et la question donc je posais, c'est de savoir si on définissait en tenant compte de l'impact tel qu'on a vu arriver, ou bien on s'est dit, on définit une mesure standard et on applique à tous les pays. Vous savez que pendant longtemps, les gens se sont étonnés, notamment en Occident, de ce que l'impact de cette pandémie sur les pays africains n'était pas aussi dévastateur que ce qu'on attendait. Tout à fait. Pour être spécifique, par exemple, au niveau de l'impact social, quand on travaille sur l'Afrique et sur les pays avancés, c'est pas la même chose. Parce que chez eux, ils ont un système de protection sociale et des mécanismes de ciblage des populations les plus pauvres que nous n'avons pas ici chez nous. La plupart de nos populations sont dans l'informel. Donc, on voulait profiter de cette crise pour faire une avancée sur la nature, le ciblage des pauvres dans nos pays pour voir comment, sur la longue durée, comment on peut mieux les cibler, mieux les accompagner pour les sortir de la pauvreté. Donc, ça fait partie du dispositif qui était en place. Il y a tout le travail statistique de ciblage, d'identification, et puis d'action concrète, sachant que dans un pays comme le Cameroun, les filets sociaux restent extrêmement faibles. Il y a un point sur lequel le gouvernement doit faire des efforts, c'est au niveau social. Justement, c'est à cela que je voulais prendre. Et à ce niveau social, Eugène Yambal, est-ce que pour vous, les ménages camerounais les plus pauvres ont ressenti cet effort du gouvernement à les soutenir pendant la période la plus grave de cette crise sanitaire? Avez-vous ce sentiment qu'il y a eu une orientation de ces financements internationaux vers les ménages les plus pauvres? Vous savez qu'en tant qu'économiste, on a deux manières de s'exprimer. Si je pose quelques questions autour de moi et que l'on me dise qu'il n'y a eu aucun impact,
je ne saurais en faire une généralisation. De l'autre côté, si j'ai un rapport comme vont le confirmer le rapport d'audit et les autres rapports sur l'utilisation des ressources, là, on pourra voir si effectivement ces ressources ont été utilisées pour les ménages. Mais par rapport au feedback que j'ai eu jusqu'à présent, la plupart des gens que j'ai rencontrés m'ont expliqué que toutes les mesures dont on parlait au niveau des bailleurs de fonds ne sont pas arrivées auprès des ménages les plus pauvres. C'est un peu les premières impressions que l'on nous a communiquées, mais je pourrais être Est-ce que vous avez eu des explications sur les causes de cette difficulté, de cet obstacle à faire en sorte que ces filets sociaux puissent parvenir aux ménages ciblés? Il y a plusieurs points. Le premier point, c'est que tout projet et toute stratégie que l'on fait, pour qu'elle soit efficace, il faut une bonne politique de communication vis-à-vis de la population cible. Qu'il s'agisse des entreprises ou des ménages, leur dire voici le dispositif que le gouvernement a mis en place, voici comment vous pouvez y accéder. Ce travail de pédagogique, de communication aurait dû être fait. Le deuxième point sur les filets sociaux, je le redis, quand on regarde même de manière générale les dépenses de l'État dans les postes budgétaires, sur les filets sociaux, ça reste très faible par rapport aux pays comparables, comme le Sénégal, qui a mis en place tout un programme pour soutenir, par exemple, les ménages les plus pauvres. On s'est rendu compte que dans des familles, il y a des enfants qui ne pouvaient pas aller régulièrement à l'école parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir 2 repas par jour. Donc, on a mis en place des packages pour cibler en termes de revenus, en termes de kits alimentaires et autres, ces ménages pauvres. Donc, il faut en amont un travail d'identification et puis la définition des actions qu'on peut faire pour les atteindre. Or, ici au Cameroun, quand on regarde dans le volet protection sociale dans le budget, là-dedans, le gros des dépenses qui est là-dedans ne représente pas les dépenses ciblant les plus pauvres. On y met parfois tout ce qui est dépenses de pension des fonctionnaires ou les subventions que l'on donne pour les plus pauvres, pour l'énergie, le pétrole et tout ça. Donc, il faut un travail de fond pour réactualiser notre politique au niveau des filets sociaux. Alors, il y a un autre point important concernant le soutien à apporter aux ménages, mais également au secteur privé. Le JICAM a posé des préoccupations, notamment l'épuration de la dette antérieure et le remboursement des crédits TVA pour permettre à ces entreprises de se relancer et de faire face à cette période de ralentissement de l'activité économique durant plusieurs mois. Au regard des préoccupations posées par le secteur privé et des annonces faites par le gouvernement en termes de mesures économiques, de facilités fiscales, est-ce que cela répond à ces préoccupations posées par les entreprises au Cameroun? Est-ce que pour vous, la réponse a été idoine lorsque vous observez comment la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Rwanda ont fait face, ont accompagné le secteur privé durant cette période difficile? Au Cameroun, comme je l'ai dit tout à l'heure, au vu de mon expérience sur les autres pays africains sur plus de 2 décennies, je pense qu'on a un déficit au niveau des actions et des politiques et projets d'appui au secteur privé. On a besoin de développer, d'avoir des projets plus ambitieux pour soutenir le secteur privé au Cameroun, pour soutenir la diversification de l'économie. Maintenant, pour revenir à l'appui au paiement de la dette intérieure vis-à-vis des PME, dans la plupart des projets que nous faisons, je mets l'accent
sur le remboursement de la dette intérieure. Et Pourquoi ? Parce que sur la dette extérieure, elle est couverte par le FMI. Et quand on paye une dette à l'extérieur, l'impact économique, l'effet multiplicateur en termes de création d'emplois et de richesses est plus faible, s'exerce là-bas. Donc c'est pourquoi, ici, dans nos pays, pour relancer la machine économique et avoir une croissance plus inclusive, en période de crise, par exemple, je recommande que l'on favorise avant tout les PME, PMI et particulièrement les plus petites. Parce que je sais que la plupart des chefs d'entreprise, quand ils ont des ressources ici, il y a une redistribution de revenus en termes de salaire et de consommation. Ça booste la consommation. Ça booste la consommation et l'emploi. Le problème qu'on a souvent dans la plupart de nos pays, c'est que n'oubliez pas que 90% de nos entreprises sont dans le secteur informel. Donc, elles n'ont pas de capacité, même si on veut les soutenir à travers la dépense publique, elles n'ont pas les capacités d'accéder à ces financements. Par rapport à cela, nous avons mis en place des projets un peu partout, en Côte d'Ivoire par exemple, au Sénégal par exemple, ou dans des pays comme le Rwanda, où j'ai personnellement mis en place des programmes qui permettent de mettre à niveau les entreprises pour qu'elles puissent bénéficier par exemple de la dépense publique. Où il y a également des programmes pour mettre à niveau nos entreprises, par exemple, par rapport au fait qu'on a signé les APE et tout ça. Parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, quand on faisait le programme de la Côte d'Ivoire, que lorsque l'on donne un contrat à une entreprise, souvent, elle n'a pas de système comptable, elle n'a pas tous les mécanismes pour effectuer à bien le projet. Donc, on peut mettre en place des programmes, on a mis en place partout ailleurs des programmes de 4-5 ans pour accompagner, booster les PME, PMI pour avoir une taille critique d'entreprise, de PME, PMI viable. Alors, Eugène Nyambal, oui. Yes, for me. now you guys you've always guided most of these countries like you indicated in fixing their response programs. You've cited a couple of them. You are just talking about the case of Côte d'Ivoire. Now, in the case where you find out that some of the programs or the program designed and agreed with between you and the countries concerned is not effectively implemented, what do you have to do? What can you do to the government at the end of the day when you find out that probably the program that was beautifully designed could have been effectively implemented for the good of the people? They are not well implemented. First of all, you have to, it depends on whether it's a program or a project. For a program, now I'm wearing my IMF hat. As a program, when we design a program with a country, you have some benchmarks to be met that are key conditions for disbursement. So when we travel to a country for supervision, when the country cannot and does not meet the disbursement criteria, we discuss with the government to either revise the targets, or if we have the impression that they are, let's say, governance issue, we can just cancel the program. It happened in several countries. Now, in terms of projects, when we have a project, normally you have a 6-month supervision. You have like a program of 4 or 5 years, like for the World Bank, and every 6 months, a team comes here, makes an assessment, and see whether the program is moving ahead very well. And we also have what we call mid-term review, meaning that when we give a 4-year program to a country, normally a good task manager, when he sees that at the middle of the program, let's say at the half of the program, the program is not disbursing well, he needs to think ahead and reassess the whole program to make sure that all the activities that were planned will be implemented within the 4-year program. And if not, he needs to find mechanism
for the extension of that program. If needed, we can give technical assistance to the government to make sure that the project is fully disbursed. And you have situations where, for instance, can you believe that we give a loan, a grant to a country, let's say 10 million grant, and you realize that they have to implement the project for 4 years. Some countries cannot use that grant within the 4-year project. So it makes that for the next round, of appropriations of grants, donors will give less money to that country because they will say that the implementation capacity is weak. Because for Cameroon, for example, where we've had cases where Cameroon got money from the IMF, the first that I think Cameroon has gotten 2 grants from the IMF, for example, within the COVID-19 period. And there are issues within the country and rumors of the mismanagement of funds, for example. Is that not a concern to you and your institution? And when you get that, is that not much a point worthy enough for you to dig deeper into before validating the second grant for them, for example? I think that most donors, including the IMF, World Bank, and the African Development Bank, before extending a loan to any country, especially for IMF programs or budget support, IMF programs, we put the money at the central bank. Or for budget support programs, we put the money into the budget. And the funds are fungible. When you put money in the budget, you cannot make a difference between the funds coming from taxes and customs from the fund sent by the World Bank or the African Development Bank. So the message here is that at the upstream level, transparency is a key criteria to extend loans to these countries. We want to make sure that the public finance management system is transparent. We want to make sure that the tendering process is also efficient. And some countries... And how do you ensure that? No, we have teams that make an assessment of all these. Well, the way all these institutions work, IMF, World Bank, and AFDB, when the economic teams, people like me, when we're working on technical issues, we have other teams working on fiduciary assessment to make sure that the funds that we put in the budget or the central bank will be properly used. So we make these 2 assessments. I have countries that could not get budget support because of concerns for transparency and governance. And now, when once the loan has been extended to a country, in the midst of implementing that loan, if we realize that there are issues with transparency and all these, when I was at the IMF, I saw cases where the IMF asked countries to refund the money. They just canceled the program and asked the country to refund the loan in advance. Because of cases of mismanagement. Because of cases of mismanagement. So in the case of the COVID crisis here, I think this is an ongoing process. The government has put in place a mechanism, a task force to assess what happened. Now I think they will report all this to the IMF and other donors. But the IMF appropriate discussions. I'm sure the IMF, for example, has a specific time duration within which they expect this report to come. Yes. Yes, and it's very critical. It's very critical that our authorities make sure that they share all these audit reports with the IMF, because the government is in the midst of preparing a new 3-year program with the IMF. So my message is that if the information is not made available on due time, it can make the ongoing negotiations harder with the IMF. And given the
the budgetary challenges facing the government, I think that's the right way to go. Vous parlez des enjeux de transparence concernant la gestion financière de la crise sanitaire. Le gouvernement camerounais a pris des engagements auprès du FMI pour publier de manière semestrielle le rapport sur les dépenses effectuées dans le compte d'affectation spéciale lié au Covid-19 et un audit indépendant. Jusqu'ici, le Fonds monétaire international n'a pas accès à ces informations, rapport semestriel des dépenses et audit indépendant, selon les informations qui nous ont été communiquées par un porte-parole du FMI. Pourtant, ça fait déjà 1 an que le Cameroun a contracté ses fonds auprès de cette institution financière internationale. Quel peut être l'impact lorsqu'il y a des retards dans les engagements pris en matière de transparence auprès d'une telle institution? Tout d'abord, j'aimerais souligner que sur la publication des rapports d'audit et des rapports semestriels, le gouvernement camerounais a pris des engagements non seulement vis-à-vis du FMI, mais également vis-à-vis de la Banque mondiale et de la BAD sur la conduite de ces audits et des rapports semestriels. Alors, quel peut être l'impact de la non-disponibilité de ces rapports? Comme je l'ai dit tantôt, le gouvernement est actuellement en train de négocier un nouveau programme triennal avec le FMI. Et j'ai dit que pour l'allocation des fonds, le conseil d'administration, par exemple, est très regardant sur des problèmes de gouvernance, de transparence. Si l'information n'est pas disponible à temps, cela pourrait négativement impacter les négociations en cours pour un nouveau programme avec le FMI. Et ça va impacter non seulement le Cameroun, mais la sous-région aussi, parce que nous sommes dans une situation où, avec la crise déjà, on avait la chute des prix des matières premières de pétrole de 50% qui était là. Et ensuite, on a la crise du Covid maintenant. Ça fait que le niveau des réserves de la CEMAC auprès de la Banque centrale a baissé. On a des difficultés budgétaires et des problèmes sécuritaires. Il y a une urgence à avoir ce programme avec le FMI. Et la manière dont le système fonctionne, c'est que, comme le jargon de ces institutions, dans le jargon de ces institutions, on dit que le FMI, IMF donne stamp of approval. How do you say it? Le OK. Il donne le quitus aux autres bailleurs. C'est-à-dire, tant que vous n'avez pas un programme avec le FMI, ni la Banque mondiale, ni la BAD, ni les autres bailleurs ne peuvent intervenir. C'est le FMI qui est comme le médecin généraliste, qui prend la température et qui dit aux autres, on peut y aller. Donc, si le programme avec le FMI n'est pas conclu, il y aura une répercussion sur les programmes assignés avec la Banque mondiale et avec la BAD. Est-ce que ces objectifs de transparence-là, dont vous parlez, est-ce qu'il peut arriver que ça se passe autrement? Je pose la question parce que je reviens à la question, à la préoccupation de la dette. Alors, on se souvient quand même de la crise au milieu des années 80, avec le programme d'ajustement structurel, les institutions financières internationales qui sont intervenues pour proposer ce programme d'ajustement structurel avec des réformes qui avaient été initiées en faveur de ces États-là. On connaît qu'il y a beaucoup de pays qui ont mis en place des institutions dans le sens de répondre aux préoccupations par rapport au diagnostic qui avait été fait. On s'est rendu compte par la suite qu'il y a eu comme une sorte d'entourloupe amenant le FMI à débloquer les fonds, mais que par la suite, les tares sont restés, et pour certains, ces tares, on les a traînés jusqu'aux nouvelles crises récentes. Est-ce que c'est un diagnostic, je veux dire, est-ce que c'est une perception que vous avez? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti? Par rapport à la capacité de ces États-là à organiser, je veux dire, à faire des entourloupes pour échapper à certaines conditionnalités du FMI et pouvoir obtenir des avantages? Non, je pense que de manière délibérée, on ne peut pas dire qu'il y ait des États qui choisissent délibérément de faire des entourloupes au FMI pour avoir des ressources et ne plus mettre en œuvre les programmes. Parce que les décaissements du FMI
sont liées à la réalisation de certains critères. Donc, lorsque vous prenez un engagement, si ces critères ne sont pas remplis, à un moment, le FMI peut arrêter le programme. Je pense que le problème est plus profond que ça. Lorsque je prends, par exemple, l'exemple de notre pays, Oui. je pense que le véritable problème qu'on a, qui nous a poussé à la crise de la dette et au retour du programme du FMI, c'est qu'on a du mal, chaque fois qu'il y a un retournement de conjoncture, c'est-à-dire que, par exemple, les prix des matières premières baissent, on a du mal à s'ajuster à temps. Par conséquent, on accumule des déficits et de la dette et on se retrouve dans les programmes du FMI. Lorsque je fais un panorama rapide, vous savez qu'on a fait 20 ans d'ajustement, de 86 pour les plus jeunes, de 86 à 2006. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a eu la deuxième crise pétrolière en 79, avec l'Iran et tout ça, les prix, on avait encore les plans quinquennaux, les prix des matières premières ont baissé. Mais le Cameroun, jusqu'en 86, a continué. On avait construit ce qu'on appelait les éléphants blancs, beaucoup d'infrastructures et d'entreprises publiques à l'époque. On a aussi recruté, je pense que près de 2000 personnes dans la fonction publique pour soutenir l'emploi. Donc, comme on ne s'est pas adapté au fait que les prix des matières premières avaient baissé, nous, on a continué à augmenter la dépense. 2006, on se retrouve sous ajustement. Il a fallu 20 ans pour effacer ces erreurs. Lorsqu'on est sorti du programme d'ajustement, j'avais eu le privilège de présenter le dossier du Cameroun pour le PPTE en 2000. Donc j'ai vu tous les effets dévastateurs parce que avant d'avoir le point d'achèvement, on a dû licencier beaucoup de gens dans les entreprises publiques, on a liquidé nos entreprises, on a perdu notre outil industriel, on a réduit les salaires des fonctionnaires de 70%. Donc, ayant vu tout cela, quand on est sorti on a eu le point d'achèvement, c'est-à-dire la réduction de la dette en 2006, j'ai proposé, j'ai d'ailleurs fait un livre Afrique, les voies de la prospérité, où je proposais qu'on doit tout faire pour ne pas retomber dans les programmes d'ajustement. Et qu'est-ce qu'il fallait faire ? Je disais que quand je regarde, il fallait plus de discipline. Et lorsque, en termes de mécanismes de contrôle, je disais qu'il fallait qu'on mette en place nous-mêmes, au niveau des autorités et de l'Assemblée, un cap sur un niveau maximum de dette qu'on pouvait avoir. Et on fait un contrôle régulier, comme le FMI fait des contrôles tous les 6 mois. Et il y a plus de discipline. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Eugène Nyambal, je vous invite à pouvoir poser le diagnostic et le bilan de la sortie du plan d'ajustement structurel et comment le Cameroun a replongé dans une nouvelle crise économique. Dans la deuxième partie de cette émission, d'abord, une courte pause dans l'émission La Vérité en face. Invité ce soir, Eugène Nyambal, expert international, spécialiste en finances publiques. Il a travaillé au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale et conseille aujourd'hui les gouvernements africains dans les stratégies de sortie de crise économique. Une courte pause dans l'émission La Vérité en face. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La Vérité en face. Invité ce soir, Eugène Nyambal, expert en finances publiques. Il a travaillé au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, au plus haut niveau de ces institutions financières internationales. Eugène Nyambal, le Cameroun sort de cette zone d'ajustement structurel après 20 ans, 20 années difficiles pour les Camerounais, pour l'économie camerounaise, mais un espoir, une sortie, le bout du tunnel en 2006, mais pourtant quelques années seulement plus tard,
une nouvelle crise économique contraint le pays à retourner sous programme de redressement économique avec le Fonds monétaire international. Que s'est-il passé? À partir de 2006, le gouvernement avait des marges de manœuvre plus élevées. C'est-à-dire, on avait réduit la dette de plus de 400 000 milliards. Et la deuxième source de revenus, c'est qu'il y avait un boom des matières premières. Donc, le Cameroun se retrouve avec une dette réduite et le boom des prix du pétrole. Et c'est là que, malheureusement, on n'a pas eu la discipline nécessaire. À partir de 2009, on a d'abord essayé de faire un plan de relance qui n'avait pas été bien préparé. On a relancé, par exemple, je me souviens, Camerco, sans une préparation rigoureuse. La banque des PME. Je pense que c'est des projets qui auraient gagné à être étudiés et mis en œuvre avec beaucoup plus de rigueur. Donc, après cette période, on a un nouveau, c'est le DSCE. Document de stratégie pour la croissance oui. l'emploi, qui Donc, visait environ 8 à 10% après les 6 premières années, selon les scénarios envisagés, les différents scénarios envisagés dans le cadre de ce document. Pour vous, pourquoi on ne les a pas atteints? Qu'est-ce qui explique l'échec du DSCE? Il y a plusieurs raisons. D'abord, le DSCE avait pour ambition d'accélérer la croissance, d'avoir une croissance supérieure à 5% sur la durée jusqu'en 2020, réduire le taux de sous-emploi dans la population, le ramener autour de 28-29%, et puis réduire la pauvreté. Malheureusement, entre 2000... donc la bonne période, c'est de 2009 à 2014. 2014, chute des prix du pétrole de 50%. Donc, alors, on se fixe ces objectifs et on se rend compte qu'en 2020, on n'a pas atteint nos objectifs. La croissance est en deçà, elle est autour de 3%. Et on a eu une croissance qui n'est pas inclusive parce qu'elle n'a pas permis de réduire la pauvreté. Au niveau du sous-emploi, on se rend compte qu'on n'a pas créé suffisamment d'emplois, surtout pour les jeunes, et que l'essentiel des emplois reste dans le secteur informel. Alors, que s'est-il passé? Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a eu la chute des prix des matières premières de 50%. Donc, une baisse de revenus pour l'État. La deuxième, c'est qu'on s'est lancé dans un programme d'investissement public qui était un peu hasardeux. Il ne faut pas oublier que dans la phase d'ajustement, le Cameroun de 1986 à peu près 2009, on avait un niveau d'investissement public inférieur à tout le monde. C'est-à-dire on était à 1,5%. Et en moyenne, en Afrique et chez les autres, ils étaient autour de 4%. Donc, on a eu une décennie comme ça, 86 à 2009, on n'investit pas. Et on accumule par conséquent du retard dans des secteurs comme la fourniture d'eau, d'électricité, les routes. Donc, à partir de 2009, on se réveille, on dit qu'on va faire tout ça. Malheureusement, on se rend compte que on a choisi souvent des projets qui n'avaient pas un impact direct sur la compétitivité du Cameroun. Tout ce qui est... On a construit des barrages, on a construit d'autres grandes œuvres, mais on n'a pas focalisé l'investissement sur des infrastructures qui pouvaient aider à booster la croissance. Le deuxième point, c'est que quand on regarde les investissements publics du Cameroun par rapport aux autres, le coût d'un investissement en infrastructure chez nous coûte à peu près entre 2 et 6 fois plus cher qu'ailleurs. Donc, il y a un effort à faire au niveau de la priorisation des investissements publics et de la maîtrise des coûts. Il y a également le fait que, au niveau de la stratégie, je pense qu'on avait défini les principaux axes, mais on n'a pas été aussi systématique
que des pays comme le Rwanda, où quand on dit on veut une croissance de 7%, on définit quels sont les 2-3 secteurs qui vont tirer la croissance et on met le paquet dedans. On met le paquet dans ces secteurs. Et pour booster, où on peut mettre en place, par exemple, des pôles de croissance économique. On peut prendre, par exemple, toute la région nord-ouest, sud-ouest. On voit comment on peut la développer par rapport au commerce à l'industrie avec le Nigeria, ou l'extrême nord, ou alors la zone de l'Est avec toutes les richesses minières. Donc, tout ce travail a été insuffisant. Et l'autre chose, c'est que quand vous faites une stratégie, il faut vous donner les moyens pour la mettre en œuvre, pour vous assurer que vous avez les ressources humaines qui est nécessaire pour la mettre en œuvre, qu'il y a une bonne capacité de coordination au niveau du gouvernement, et que surtout le partenariat public-privé, c'est-à-dire le JICAM, par exemple, le secteur privé et le gouvernement doivent travailler ensemble pour mettre en œuvre cette vision. Ça a manqué. Donc, vous devez avoir une stratégie cohérente, c'est-à-dire, par exemple, les ressources humaines, quand vous dites que vous allez développer le textile et tels autres secteurs, on doit s'assurer que nos écoles de formation forment les gens dans ces domaines. Au niveau de l'accès au financement, au niveau des infrastructures, donc c'est holistique. Et il faut donc une capacité, une fois qu'on a défini ensemble, de contrôler aussi et de corriger pour atteindre les objectifs. Alors, quand vous expliquez, quand vous faites ce diagnostic-là, il y a un certain nombre d'éléments qui reviennent pour justifier justement cette crise dans laquelle on est retombé alors qu'on venait de sortir d'un programme d'ajustement structurel. Vous avez insisté sur l'absence d'une discipline nécessaire vous avez insisté sur le plan de relance qui a été mal préparé. Vous avez donné des exemples, le cas Camerco qui visiblement n'était pas opportune entre autres, ou encore la banque des PME. Le sentiment qu'on peut avoir en vous écoutant, Jean Yamba, c'est que il y a une question qu'on doit se poser, c'est finalement à quoi nous servent tous les économistes qu'on a dans notre pays pour qu'on en soit à tâtonner au point où on prend des mauvaises décisions. Mais là n'est pas la question. Est-ce qu'au-delà des préoccupations que vous avez évoquées, des problèmes qui, de votre point de vue, peuvent justifier la situation dans laquelle on s'est retrouvé, est-ce qu'il n'y a pas au-delà la responsabilité même de ces institutions financières internationales? Je vais revenir sur le FMI lui-même. Vous savez, je ne vais pas revenir sur certains débats que tout le monde connaît. Ce FMI est présenté pour beaucoup comme étant un instrument d'assujettissement, d'esclavagisme et même de néocolonialisme. Est-ce qu'il n'y a pas à observer très bien les rapports qui existent entre ce FMI-là et les pays du Sud notamment? Vous savez aussi, et pour compléter la question, que sur le cas du Cameroun par exemple, puisque vous avez insisté sur l'indiscipline et beaucoup d'autres choses, si on remonte un peu plus en amont, des gens estiment que les privatisations par exemple, qui avaient été conseillées entre griffes par le FMI, peuvent justifier également les dérives qu'on a enregistrées par la suite. Qu'est-ce que vous en dites? Sur la question des privatisations, j'aimerais y revenir plutôt oui, tout à fait. De manière détaillée. Sur la responsabilité du FMI par rapport à la crise des pays africains, je m'inscris en faux contre tous ceux qui blâment le FMI. Tous les arguments des panafricanistes. Les premiers responsables, ce sont les Africains. À quel niveau? Les Africains, pourquoi? Le FMI a 190 pays membres. Et aucun pays n'a l'obligation d'aller et de rester dans les programmes d'ajustement du FMI pendant 20-30 ans. Le FMI a trois types d'instruments d'intervention. Le premier, c'est la consultation générale, consultation au titre de l'article 4. C'est-à-dire que le FMI évalue comme le médecin généraliste tous les pays membres du FMI, les États-Unis, la France et tous les autres. Étant donné qu'avec cet instrument, ces pays n'empruntent pas des ressources, quand le FMI leur donne des conseils, par exemple, pendant longtemps, on a demandé à la France de démanteler son système de protection sociale, elle n'a pas bougé, elle n'a rien fait. Donc, quand vous êtes sur ce mode de consultation, on vous donne des conseils, c'est à vous de les prendre ou de laisser. Mais ça implique une discipline et une rigueur dans la gestion.
Le deuxième mécanisme d'intervention, c'est l'assistance technique aux États membres. C'est-à-dire que lorsque la Banque centrale, le ministère des Finances, tout ça ne sont pas bien gérés, le FMI peut vous apporter de l'assistance comme ils le font avec Afritac et les autres. Le troisième outil d'intervention, là où se retrouve le Cameroun aujourd'hui et la plupart des pays africains, c'est au niveau des programmes d'ajustement. C'est-à-dire, lorsque vous prenez les prêts du FMI, en ce moment-là, les conseils qu'ils vous donnent sont obligatoires. Parce que vous empruntez, vous utilisez la ressource des autres pays membres. Donc, on vous met des conditionnalités et vous devez les respecter pour avoir des décaissements. Mais maintenant, quant au rôle du FMI, partout, je pense que c'est un Américain qui disait que pour cacher quelque chose, une information à un noir, il faut la mettre dans un livre. Donc, je dis ça en rigolant parce que la charte du FMI, elle est disponible. Le FMI, il est clairement établi que le FMI n'est pas une banque de développement. Le FMI est une institution qui est là pour aider à stabiliser le système monétaire et financier international. Et lorsque le FMI donne des... Alors, quand vous entrez sous programme d'ajustement, la charte du FMI dit qu'on vous donne une assistance provisoire pour résoudre des problèmes provisoires de balance de paiement. J'ai dit provisoire deux fois, donc assistance provisoire pour résoudre des problèmes provisoires aussi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à cela, le FMI conçoit des assistances à court terme. Les programmes d'ajustement, c'est un horizon de 6 mois. On vous prête de l'argent, on évalue dans 6 mois et on regarde si vous respectez les critères ou pas. Donc, par rapport à ça, oui. Quand on fait les programmes d'ajustement, le but ultime, on ne se dit pas voici l'objectif que l'on s'est fixé, l'objectif de croissance à atteindre. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, on veut dégager un déficit primaire pour rembourser, c'est pour aider à rembourser la dette extérieure. Donc, lorsque vous savez que le FMI n'est pas une banque de développement et quel est le créancier des pays riches pour le remboursement de la dette, j'ai dit, quand vous prenez les modèles du FMI, c'est pas qu'on dit le Cameroun veut atteindre une croissance de 6% et puis on fait tourner le modèle. Bon, ce qu'on fait, c'est que on fait le modèle, on fixe, par exemple, le déficit, le surplus primaire à atteindre pour s'assurer qu'on peut rembourser la dette. Donc, si vous allez dans ce type de programme pendant 20 ans et vous vous plaignez qu'il n'y a pas de croissance, c'est la faute au FMI ou aux Camerounais ou aux Africains. Justement, la deuxième, oui. 20 ans d'ajustement structurel, quand même, pour vous, ça représente quoi? Quand vous analysez aujourd'hui avec le recul, que le Cameroun se soit retrouvé pendant 20 ans sur l'ajustement structurel du FMI, pour vous, quelles en sont les leçons à tirer sur ce point précis? Est-ce que c'est l'incapacité, comme l'a souligné Duval Fangwa, des économistes camerounais à pouvoir respecter les critères du Fonds monétaire international pour rembourser la dette, ou alors il y avait des manœuvres visant à maintenir le pays sous ajustement pour pouvoir tuer son économie et l'empêcher d'être un pays émergent? C'est une question complexe. Non, je pense que, sous forme d'anecdote, je pense que la plupart des pays africains ont le syndrome du prisonnier qui a peur de recouvrer la liberté. C'est-à-dire, non, et je vais vous raconter une anecdote, c'est que à une époque, même le FMI, je pense qu'il y avait une directrice générale adjointe, Madame Kruger, on a eu un débat là-bas sur le fait que les programmes du FMI étaient censés apporter une assistance provisoire à des pays. Quand on a regardé la liste des pays africains, il y avait des pays qui étaient sous programme depuis 23 ans. Donc, on a organisé une discussion pour savoir si on devait chasser certains pays du programme du FMI. Vous savez qui nous a dit de ne pas le faire? Ce sont certains pays africains qui ont dit qu'ils ont besoin
de continuer à recevoir les ressources du FMI. Mais ce qui est dramatique, c'est que on ne peut pas projeter l'avenir d'un pays sur 20 ans dans un horizon de 6 mois renouvelable. C'est pas possible. C'est parce que les Asiatiques, quand je prends des pays comme la Malaisie, qui était à peu près à notre niveau il y a quelques décennies, la Corée et les autres, les pays asiatiques, même les pays européens, n'ont pas mis en œuvre ce type de politique. Et là où les Africains devraient apprendre aussi, c'est que quand il y a eu la crise financière de 2008, mais les politiques qui ont été mises en œuvre pour résoudre la crise sous la recommandation du FMI, c'était l'opposé des politiques qui sont mises en œuvre quand nous sommes en crise. C'est-à-dire, on a adopté des politiques de relance. Vous vous souvenez, la politique monétaire, on a mis des taux des taux d'intérêt négatifs. On a utilisé le déficit budgétaire et on est arrivé à des points où, aux États-Unis, le pays le plus capitaliste, l'État est allé jusqu'à racheter. On allait vers l'interventionnisme étatique. Or, quand nous sommes en crise, j'ai dit que l'objectif, c'est de nous amener à rembourser la dette. Et il faut voir que derrière les programmes du FMI, il y a tout ce qu'on appelle le consensus le discours sur le consensus de Washington, où on disait il faut libéraliser, privatiser. Et ils ont fait ça pour faciliter le commerce international, pour qu'on puisse ouvrir nos marchés. It's evident from your expertise analysis that the structural adjustment programs are not doing good for African countries, especially those who are still under the structural adjustment programs. That is surely why in one of your publications, the 10 keys out of poverty, to get out of poverty, you indicated that African countries must move out of the structural adjustment programs. But when I listened to you, when you took the example of Cameroon, I said Cameroon succeeded in moving out of the structural adjustment programs and fell back in 2016 because of the problem with the prices of raw materials. You cited petrol, for example. It looks like it's not actually the will of these countries to continue to stay there. Maybe there are some unforeseen circumstances and factors that are maintaining them. How can they then move out of it as recommended by you in one of your publications? No, that's a tough one. I think that when you look at countries such as Rwanda or Ethiopia, you realize that there's no way to get out of poverty. There's no way to do things if you don't have a clear vision of where do I want to go, how do I want to create wealth, and how do I grow my industries. Rwanda had that vision, Ethiopia had that vision, East Asian countries had that vision. In Cameroon, I think we have the ability to implement the same kind of... Like Vision 2035, for example? Yes. No, the problem in most Francophone countries is that the vision is limited to a wish list. They're not thorough. It's not been backed by some key actions. No. When I go to Rwanda, when they say Vision 2020, we know that we will grow the tourism industry. We know that we will diversify the coffee sector. We know that we'll move into ICT. And once they know that, they put in place strategies in each sector: education strategy, infrastructure strategy, financial sector strategy, trade strategy, to make sure that they lay the groundwork to make sure that the strategy is well grounded. Number two, they have a strong institutional capacity and monitoring programs, meaning that when you are appointed minister, you have a roadmap. Your roadmap, if you are the Minister of Health, your health strategy is part of the Vision 2020 strategy.
You cannot come and do whatever you want. No, no, no. In the education sector, they know that we need to train X number of engineers to move into the ICT sector, in the coffee sector. They know that in the banking and financial system, this is what our company needs. I've seen a lot of countries like Côte d'Ivoire, Cameroon, and all other countries. We tend not only to limit ourselves. Vous dites que ce sont les pays francophones. Est-ce que c'est un héritage colonial? That's a very tough question. No, I think that we can go beyond our colonial heritage. And Cameroon is blessed because it's a bilingual country. When you look at someone like me, I'm deeply rooted in Cameroon, but I have part of me is the Francophone culture, and the other one is the Anglophone culture. So when I set goals, I think we can make things happen. Et pour y arriver justement, Eugène Yamba, le Cameroun a misé sur un plan directeur d'industrialisation qui était assis sur plusieurs piliers. Un pilier misant sur l'économie numérique, un pilier pour faire du Cameroun le grenier de l'Afrique centrale et la mise en œuvre d'une politique énergétique. Ce plan directeur d'industrialisation a été présenté il y a près de 2 ans au public camerounais. Que pensez-vous de cette initiative-là? Est-ce que cela s'inscrit dans cette vision qu'ont les autres pays africains, à l'instar du Rwanda que vous venez de citer? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la différence entre les pays qui réussissent et ceux qui échouent dans la mise en œuvre des stratégies, c'est qu'il y a une vision stratégique ambitieuse, il y a une consistency, et il y a une cohérence. Il y a une cohérence entre les ambitions et la manière de s'organiser. C'est-à-dire que quand on a une vision, quand on nomme les gens qu'il faut dans les domaines qu'il faut. On crée les ressources humaines qu'il faut. On fait tout pour atteindre cet objectif. Et on met en place des mécanismes de sanctions et de récompenses qui font que tous ceux que ce soit au niveau du gouvernement, du privé ou des autres, ne sont pas alignés vers les objectifs à atteindre. Et il y a des mécanismes de sanctions et de récompenses. Et une capacité à corriger le tir pour aller vers les objectifs. Pour retourner vers la stratégie d'industrialisation du Cameroun, je n'ai pas les détails de cette stratégie. Est-ce que ça permet est-ce que vous avez une visibilité sur la stratégie d'industrialisation du pays? Lorsque vous avez observé le DSE, ensuite il y a eu un plan d'urgence triennal et quelques années plus tard, le gouvernement a parlé d'un plan directeur d'industrialisation. Aujourd'hui, c'est une stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Que pensez-vous de ces différentes stratégies annoncées en l'espace de 15 ans? Est-ce que vraiment vous avez la perception au regard de ce qui est fait sur le terrain que le Cameroun est sur les rails de l'émergence? Votre question soulève exactement le problème de cohérence dont je parlais tout à l'heure entre les choix stratégiques et les actions mises en œuvre. Quand on regarde l'exemple dont vous parlez, il y avait une stratégie DSE 2035. Cette stratégie ne s'est pas traduite comme au Rwanda, par exemple. De la stratégie, on est parti à un plan quinquennal. Tous les 5 ans, on décline en termes de croissance, en termes d'industrie, voici ce qu'on veut faire. Donc, au Rwanda, ils ont alloué des ressources tous les 5 ans. On dit, voici, par rapport à notre stratégie, on veut aller au niveau 100, mais les 5 premières années, voici ce qu'on fait. Les 5 autres premières années, ce qu'on fait. Et donc, quand on décline la stratégie, le plan quinquennal, et toutes les actions qui vont avec, toutes les stratégies qui vont avec, il y a une cohérence. Bon, cette approche a manqué dans ce dont vous avez parlé. Par exemple, tout le programme d'investissement dans les infrastructures n'est pas aligné avec la stratégie émergence 2035.
C'est-à-dire on a mis des priorités sur des ouvrages tels que les barrages, les autres infrastructures telles que les stades. On ne voit pas comment ça soutient l'outil de production et la compétitivité. La deuxième chose, c'est que tous les plans qui en ont découlé, j'ai vu plan de relance qu'on a fait. Ensuite, il y a eu des eurobonds qu'on devait investir pour soutenir le plan. Je n'ai pas vu de lisibilité. Maintenant, au niveau des structures qui devaient mettre le programme en place, les structures gouvernementales, je n'ai pas vu comment cette stratégie était confiée aux différents ministères pour dire voici ce que vous faites dans votre domaine, voici ce que l'autre fait. Et ensuite, on coordonne pour s'assurer que l'administration tend vers ces objectifs. C'est comme ça que j'ai vu les Rwandais travailler. How does a country that depends fully on raw materials, for example, attains this objective? If, for example, they are to fix that, okay, we're going to attain this in 5 years, we're going to be able to do this in 10 years, for example, how do they get to this level, considering the fact that the prices of raw materials, for example, are always fluctuating at the level of the international or the global market? At the level of the international market, you also cited the case where you are talking about Cameroon. You said that Cameroon at one point when they wanted to move out of the structural adjustment program, they unfortunately saw a fall in the price of petrol, for example. How does the country then that depends on raw materials get to fix this objective and attain them? Two things. You cannot depend on raw materials to create wealth and jobs at a large scale level. First thing is to move up the value chain. Move from basic raw material to more processing. We did it. Let's take Rwanda or Ethiopia. Do you know that most African countries, when they sell the coffee to the US, they send it in bulk, because the US and Europeans, they say no, your coffee is not of good quality. Then they give you a price with discounts. What Rwanda did to modernize its coffee sector is that they created their own brand name and moved to stores like Starbucks, promoted their coffee there, so that with the brand name and the fact that they cut a lot of middlemen, the coffee is selling with premium. You take other sectors such as textile, when you take countries like Mauritius and all these, they were holistic in making sure that they develop the textile sector. They see what products, shirts and all this, what is being sold in international markets. Who are the competitors? It's China, Cambodia and all this. What price, what quality does the US buy? Based on that, they move back and see, okay, if in terms of quality, this is where we are, we need to catch up. If in terms of cost, like cost of port and duty processing, manpower, they go to the level where they want to make sure that in terms of the inputs for textile, for electricity, for manpower and all these, they make sure that they will conduct reforms in those sectors to make sure that they will be competitive and they will attract investment. This is the kind of approach that we don't have here. You see, for instance, here we have the cotton sector, you have SICAM. Cameroon has a long way to go. You have SICAM, but you don't see the chain of competitiveness within the sector. And that's the kind of job we did, I did when I was doing private sector development in Rwanda or Sénégal. Eugène Yambal, le gouvernement pourtant parle de promouvoir le Made in Cameroun.
Il dit même avoir identifié ces filières dont vous faites mention qui permettent aux pays du Maghreb de pouvoir être développés, la filière coton-textile, les filières agricoles également, qui, selon le gouvernement, sont des filières porteuses pour promouvoir ce Made in Cameroun. Mais pourquoi ça ne marche pas concrètement? Selon vous, à quel niveau y a-t-il des dysfonctionnements et quels sont les correctifs à apporter? Au niveau de Made in Cameroun, la promotion des produits Made in Cameroun. La promotion des produits Made in Cameroun. Vous avez la perception d'une stratégie gouvernementale, stratégie globale pour soutenir les entreprises camerounaises qui essayent tant bien que mal de mettre sur pied des produits ayant des avantages comparatifs? Je pense que l'avantage que notre pays a quand je me promène un peu partout, c'est qu'il y a beaucoup d'ingéniosité. Il y a beaucoup de talent dans ce pays qui ne demande qu'à être appuyé et organisé. Donc quand je prends par exemple la promotion du Made in Cameroun, je vois qu'il y a beaucoup de produits qui sont faits un peu partout, mais par exemple ça manque de standards, ça manque. Donc parmi les choses qu'il faut faire, par exemple quand vous regardez quelqu'un qui est entrepreneur ici, au niveau de l'environnement des affaires, il faut l'améliorer. Il faut s'assurer que quand vous êtes entrepreneur, quand vous voulez créer une entreprise, quand vous voulez avoir accès au crédit et autres, il faut une facilitation à ce niveau. Il faut également, au niveau des entreprises, il faut renforcer leur capacité, les aider à avoir la bonne ressource humaine et des méthodes de gestion moderne. Mais cela ne suffit pas parce que quand vous n'avez qu'un tissu de PME, ça ne suffit pas. Il faut une politique nationale pour, par exemple, quand on choisit des secteurs, essayer de définir un peu comment le secteur va fonctionner, qui va tirer les autres. Je prends par exemple l'exemple des brasseries du Cameroun qui produisent de la bière et des boissons et qui ont des inputs dans l'arrière du pays. On a fait dans des pays comme le Brésil et les autres, les brasseries ont un avantage, c'est qu'ils peuvent aider beaucoup à organiser les petits producteurs. Parce que comme c'est eux l'acheteur principal. Mais il y a également des brasseurs locaux. Il y a l'Union camerounaise de brasserie également. Je parle des brasseurs de manière générale, des industries. Ce que j'ai vu, c'est que la grande entreprise dans un secteur comme le textile ou les brasseries, souvent, elle établit des standards pour que les petites entreprises travaillent avec elle. Pour dire, si vous voulez me fournir des produits, je veux des produits de telle qualité, je veux que ce soit fourni à temps. Et par rapport à ça, on apporte une assistance à ces entreprises. On crée par exemple des labels, des labels que ces entreprises doivent... pour des labels de qualité. Et puis on les forme et on leur apporte aussi une assistance financière au niveau de l'accès au financement. Il y a le poivre de Penja par exemple qui a aussi qui est devenu un label sur le plan international. Est-ce qu'il faudrait multiplier cette expérience vers d'autres produits agricoles, vers d'autres secteurs d'activité, en accompagnant par exemple, comme vous l'avez dit, des capitaines d'industrie? Est-ce que c'est ce que vous proposez? Moi, je propose que... Je ne crois pas en une action dispersée. Je pense que si on peut avoir des ressources, je recommande que le Cameroun mette en place un projet ambitieux de diversification de l'économie et d'appui à nos PME. Là-dedans, on peut avoir, par exemple, si on a des stratégies d'industrialisation, on peut, comme on l'a fait ailleurs, se dire dans les prochaines années, par exemple, le secteur textile, tel autre secteur, voici ce qu'on veut faire et on a besoin de l'assistance internationale, on le fait. On peut mettre les programmes de mise à niveau des entreprises et comme ça, on aura plusieurs exemples du poivre de Penja. Du poivre de Penja. Mais dans le cas du Cameroun, le pays est diversifié. Moi, quand je regarde l'industrialisation du Cameroun, je pense qu'on doit réfléchir. C'est vrai, au niveau national, on peut donner le cap,
Mais je vois plutôt le Cameroun, étant donné que c'est un pays qui a une grande diversité, je vois le Cameroun organisé en un ensemble de pôles de compétitivité. Lesquels? Je vois, lorsque je regarde par exemple toute la région de l'extrême nord et du nord, qui est en contact avec le Tchad et les pays voisins, je vois tout ce qui est activité pastorale, élevage, tout ce qui est développement de l'industrie pastorale, élevage, il y a un potentiel là-dedans. On peut développer des actions fortes, avoir par exemple une zone économique spéciale. Où j'ai vu par exemple des pays comme le Botswana qui arrivent jusqu'à mettre la viande en paquet, à l'exporter. Donc en clair, entrer dans la chaîne de valeur mondiale, pas simplement se limiter à la production et à l'élevage des bovins, aller jusqu'à la transformation, à une semi-transformation par exemple. Tout à fait. On a un avantage aujourd'hui en Afrique et au Cameroun en particulier, c'est que si on a une stratégie d'industrialisation, on peut viser deux marchés. Le marché national et sous-régional en premier, pour servir ces industries, et le marché international. Lorsque je regarde le marché... Sans oublier le grand voisin, le Nigeria. Je vais arriver. Quand je regarde le marché national, pour moi, il est inadmissible qu'aujourd'hui, l'Afrique a des villes de 4-5 millions d'habitants qui consomment, mais on continue à avoir le chômage de masse et à ne pas pouvoir créer des entreprises pour des emplois pour nos jeunes. Lorsque je regarde, je vais à Abidjan, je vais à Cotonou, je vais un peu partout à Douala, qu'est-ce que je remarque? Je regarde qu'il y a l'émergence d'une classe moyenne un peu partout chez nous qui consomme. Mais lorsque je vais faire les courses, je me rends compte que à peu près 90% des produits sur les rayons sont des produits importés d'Europe, d'Asie et d'ailleurs. Il me souvient qu'une fois à Abidjan, je voulais acheter du jus d'orange. Je me suis rendu compte que c'est un jus d'orange, le même jus d'orange qu'on boit aux États-Unis. Quand j'ai regardé autour de moi, j'ai vu tous les fruits qui pourrissent. Non. En un mot, quand on a le marché que nous avons, on doit développer des chaînes de valeur pour pouvoir alimenter les chaînes de distribution auxquelles accède notre classe moyenne, pour que notre consommation puisse permettre de recréer des emplois pour nos populations. Mais comment promouvoir justement... C'est pas quelque chose qu'on peut faire en un an, il faut... Il y a déjà des entrepreneurs sur le plan local, en Côte d'Ivoire comme au Cameroun, qui se lancent dans la production des jus de fruits naturels ou encore dans d'autres produits alimentaires, mais ils se plaignent de manquer de visibilité et de ne pas avoir assez de moyens pour intégrer les grands centres de distribution. À ce niveau, que doivent faire les différents gouvernements pour soutenir ces entreprises locales? Je pense que vous avez deux manières de procéder. La première, c'est la génération spontanée, où on se lève, on produit de manière marginale. La deuxième, c'est mettre en place des politiques publiques volontaristes qui permettent d'appuyer justement les entrepreneurs qui sont dans ces domaines. Je suis plutôt pour cette deuxième approche. On peut avoir des politiques où on se fixe des objectifs sur 5-10 ans, ensuite disant que sur les chaînes de distribution chez nous, dans 5 ans, on aimerait que tel pourcentage de produits, que ce soit produit localement. Mais quand on regarde l'environnement chez nous, on regarde l'environnement des affaires, il ne le permet pas. Mais justement, la question de l'environnement des affaires, est-ce que ce n'est pas un autre goulot d'étranglement, peut-être le plus important même? Ce qu'on peut faire, comme les Asiatiques ont fait, c'est de mettre en place des zones économiques spéciales. Des zones économiques spéciales où l'entrepreneur qui produit n'est pas soumis aux coupures d'électricité permanentes ou d'eau des NEO ou des autres. C'est-à-dire, on crée une enclave où il a les mêmes conditions de production que ses concurrents partout ailleurs. Parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain changer l'ensemble de l'environnement des affaires au Cameroun. On ne peut pas changer tout le déficit en infrastructure du jour au lendemain. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Et on peut adjoindre à cela des incitations fiscales.
et un appui en termes de capacité, de formation, d'accès au financement. Vous parlez de l'Asie, on sait également que vous avez travaillé au Rwanda, tout à côté, sur la question justement, entre autres, de doing business, compétitivité, tout ça. On suppose que c'est cette expérience que vous avez réalisée là-bas qui permet de faire le développement que vous faites. Tout à fait. Moi, je peux prendre l'engagement vis-à-vis de mes compatriotes pour dire que quand je regarde, par exemple, le programme Doing Business, le type de défi que j'aime, c'est que quand je vois que le Cameroun est un pays à 175, l'amener à plusieurs points, lui faire gagner plusieurs points, c'est le type de réforme que c'est possible. C'est possible. Faire d'autres réformes pour améliorer donc, le climat des affaires. On l'a fait, ça se fait. Le déficit en infrastructure, malgré les contraintes, on peut faire des progrès. Je suis optimiste. Lorsqu'on observe le Nigeria, vous le savez... excusez-moi. Je vous en prie, vous souhaitez ajouter quelque chose? Excusez-moi, ce que je disais tout à l'heure, donc je parlais du marché national, pour dire que le reste du monde, quand il nous regarde, quand les Européens se sont industrialisés, ils n'avaient pas les villes de 5 millions d'habitants. Ils avaient des villes de 500 000 habitants. Mais nous, on a ce potentiel aujourd'hui et on doit comprendre que l'Afrique, c'est la dernière frontière du capitalisme, c'est le futur du marché. On ne peut pas être dans un environnement où on a la population, on a des consommateurs, mais tout ce qu'on consomme, ça vient de l'étranger et on voit nos enfants prendre des bateaux pour aller en mer alors qu'on a ce potentiel-là. Le deuxième au niveau sous-régional pour un pays comme le Cameroun, c'est qu'on a le marché le plus important d'Afrique à nos portes. Donc quand je parlais de pôle de croissance, quand je vois des zones comme le nord-ouest, sud-ouest, on peut mettre en œuvre lorsque, bien sûr, il y aura un retour vers la paix, mais c'est une région qui est bénie, elle a un port en eau profonde, on a un vaste marché. On peut mettre en œuvre des politiques de croissance pour viser. Vous imaginez tout l'est du Nigeria, il y a plus de 45 millions de gens qui n'ont pas accès au port en eau profonde. On peut faire de cette zone un centre de commerce, d'industrie, de services vers le Nigeria. Et le dernier, oui. Donc, j'ai dit, on peut viser le marché national, j'ai dit régional. Maintenant, on peut voir le marché mondial aussi. Bon. Alors, la région du nord-ouest et la région du sud-ouest, ce sont aujourd'hui deux régions économiquement sinistrées. Ajoutées à celle de l'extrême nord, c'est le gouvernement qui a fait ce constat après plusieurs années de conflits armés dans cette partie du Cameroun. Nous sommes en 2021. Vous qui êtes spécialiste international en finances publiques et observez l'évolution des économies, combien est-ce que cette guerre fait perdre au Cameroun? Je suis attristé que mon pays, que l'on se retrouve dans une situation où les enfants d'une même famille, d'un même pays, sont en train de s'entretuer. Et j'espère de tout mon cœur qu'on va mettre fin à cette situation déplorable. Mais lorsque je regarde ce que ça nous coûte, et je regarde toutes les destructions des deux, on a les jeunes dans l'armée qui s'engagent là-bas, qui seront marqués à vie. On a les populations locales qui sont également marquées à vie. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on va finir de détruire, mais c'est le Cameroun qui devra trouver des ressources pour reconstruire. Parce que quand vous voyez les Occidentaux s'attaquer à des pays comme la Libye et autres, ils le font parce qu'ils se disent qu'à la fin, il y a un butin qui va permettre qu'ils vont avoir accès au pétrole du pays conquis pour se refinancer. Mais dans notre pays, dans notre cas, il y a la ressource humaine, il y a la ressource en capital qui est en train d'être détruite. Et lorsque je mets ça en lien, par exemple, avec la crise du Covid, je me rends compte que et la crise sécuritaire dans la sous-région. Je me dis que le Cameroun doit trouver une solution politique le plus tôt possible à cette crise.
Sinon, Sur le plan économique, d'abord, lorsque je regarde nos régions, on a l'insécurité nord-ouest, sud-ouest. On a des problèmes d'insécurité dans l'extrême nord. On a des problèmes d'insécurité vers les frontières avec le Centrafrique, la République centrafricaine. L'impact en termes macroéconomiques et budgétaires, c'est qu'au niveau des recettes fiscales, comme l'activité économique est désorganisée dans ces provinces, c'est un manque à gagner pour l'État, pour le budget de l'État. Maintenant, quand on regarde au niveau des recettes douanières, également, étant donné que l'activité est désorganisée, le trafic avec les pays voisins fait qu'on perd également en termes de recettes douanières. Et cela au moment où les prix du pétrole et la production de pétrole du Cameroun a baissé de manière drastique. Donc face à des revenus de l'État qui sont en baisse, les trois principales formes de revenus, donc impôts, douane, recettes pétrolières, c'est en baisse. Pendant ce temps, on a la dépense qui est en hausse, ça risque de nous étrangler. Il y a la dépense sécuritaire, il faut financer la guerre là-bas. Et il y a les dépenses liées à la préparation de la CAN, qui sont énormes. Et il y a les dépenses liées au remboursement de la dette, le service de la dette, qui est énorme. Alors ça fait que lorsqu'on prend tout ce groupe de dépenses sécuritaires, remboursement de la dette, préparation de la CAN, mais on n'a plus grand-chose dans le budget pour faire fonctionner l'État et faire face aux besoins des Camerounais. C'est-à-dire en termes de fonctionnement de l'État et même en termes d'investissement pour préparer l'avenir du Cameroun. Ne serait-ce que, et si j'ajoute à cela toutes les tentatives de déstabilisation dans la sous-région, je pense qu'il faudrait que dans la maison Cameroun, quelles que soient les turbulences à l'extérieur, que ces turbulences trouvent que la maison Cameroun est unie, elle est plus forte pour faire face aux dangers autour de nous. Donc, moi, en termes de recommandations, je pense que si nos responsables pouvaient, sur le plan politique, essayer d'apporter une solution à ces problèmes, accorder une amnistie. Et je pense que l'autre solution qu'on devrait explorer aussi, c'est au niveau de la décentralisation. Au niveau de la décentralisation, quand je regarde tout ce combat, il y a une part du combat, c'est vrai, qui est liée à l'héritage colonial, mais il y a une autre partie du combat qui est liée à des problèmes de gouvernance et de contrôle des ressources. Le Cameroun est un pays avec diverses régions. Je pense qu'il faut décentraliser, donner un peu plus de pouvoir aux entités décentralisées locales. Eugène Yambal, le Cameroun, pour préserver sa souveraineté économique et voir plus clair sur le secteur minier, il a mis sur pied la SOCAMINE, Société camerounaise des mines. D'aucuns, les partisans du pouvoir en place, ont estimé que c'est un acte fort du chef de l'État pour contrôler la gestion, les activités d'exploitation, d'exploration des substances minérales au Cameroun. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une étape, c'est un pas dans la bonne direction, que le Cameroun veuille contrôler le secteur minier en créant une société nationale qui va gérer le patrimoine de l'État. Mais au-delà de cette initiative, je pense qu'on doit s'assurer qu'on renforce la transparence dans le secteur minier et que l'on s'assure que les fruits tirés du secteur minier, quand je regarde la province de l'Est, c'est l'une des provinces les plus pauvres alors qu'elle a des richesses minières énormes. Quand je parlais de pôle de croissance tout à l'heure, je pense qu'on doit s'assurer que lorsqu'on exploite le secteur minier, qu'il y ait un impact en termes de création d'emplois dans les régions concernées.
Il manque de transparence dans le secteur minier au Cameroun. Disons, l'expérience que j'en ai, oui, même depuis lorsque j'étais en fonction au FMI, j'ai pu voir comment le secteur minier était géré, notamment à travers un projet comme le projet minier Géovic, qui, pour moi, n'était pas... Qu'est-ce que vous avez découvert à Régent Yambal? Disons, alors, qu'est-ce que j'ai découvert, c'est que le gouvernement camerounais a demandé l'approbation par le FMI du décaissement de 60 millions de dollars sur le projet minier Géovic. Et on a découvert que c'est une société qui avait été créée avec un capital de 10 millions de francs CFA et qui avait une concession de 25 ans renouvelable jusqu'à épuisement des ressources. Et ce qui m'avait ce qui avait attiré mon attention, c'est que les propriétaires de cette société se trouvaient aux îles Caïmans, la société qui contrôlait Géovic Cameroun, avec des partenaires locaux non identifiés. Donc, en faisant mon travail habituel de conseiller des gouvernements africains négociant avec le FMI, tout en préservant les ressources du FMI, j'ai demandé que l'on s'assure que le Cameroun contacte la Banque mondiale pour revoir le code minier, introduire plus de transparence. Et deux, que, étant donné que les ressources publiques seraient utilisées dans ce projet, que l'on s'assure que lorsque l'État voudra sortir de ce projet, qu'il vendra les actions au public à travers la bourse. Malheureusement, ça m'a créé des problèmes insoupçonnables. J'ai dû quitter mon poste suite à cette affaire. Et j'avais essayé à l'époque, après avoir quitté mon poste, je pense que 3 à 4 mois plus tard, étant donné que j'étais retourné au FMI avec l'approbation du chef de l'État, quand j'ai retourné la deuxième fois, donc j'ai essayé d'aller le voir à New York pour lui expliquer ce qui se passait. Je me suis retrouvé avec l'ancien DCC. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Alors, pour faire court, c'est que, donc, une fois que cela se passe, on se rend compte que quelques années plus tard, ces ressources ont disparu, le projet n'a jamais démarré. Alors, donc, lorsque je quitte le FMI, je commence à donner des conseils à d'autres institutions, notamment la BAD et d'autres. Je découvre que ce même... en fait, c'est quelqu'un qui m'a contacté parce que ce même projet avait sollicité ailleurs un financement de 180 millions de dollars. 180 millions de dollars, en prétendant qu'il était sur un très très bon projet au Cameroun, qui avait un potentiel énorme. Donc j'étais à l'époque à la BAD où je dirigeais une mission pour la réorganisation des opérations secteur privé de la banque. Donc c'est comme ça que quelqu'un qui s'est rendu compte que j'étais Camerounais m'a approché pour me parler de ce dossier. Donc connaissant le background de ce dossier au FMI, j'ai, avec l'appui de l'ONG américaine de lutte contre la corruption qui me soutenait dans le cadre du FMI, on a bloqué ce financement parce que c'était un financement qui pouvait faire perdre de l'argent aussi bien à la BAD qu'endetter le Cameroun pour rien. Et depuis lors,
Je ne savais pas. Je savais pas que je m'étais créé des problèmes insolubles. Donc, est-ce que les réformes du code minier aujourd'hui ont permis de pouvoir mettre sur pied des outils de transparence dans l'exploration, l'exploitation des ressources minières? Est-ce que les réformes qui ont été menées jusqu'ici, quand vous observez la gestion minière au Cameroun, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a intégré ces exigences en matière de transparence? Disons, depuis lors, je n'ai pas suivi les réformes du code minier. Je pense qu'il n'y avait pas eu de suite par rapport aux recommandations qui avaient été faites par rapport au code minier. Mais lorsque je regarde, lorsque je regarde le fait que j'ai vu dernièrement que une de ces juniors minières avait commencé à porter plainte contre les États de la sous-région, contre le Congo notamment, je me rends compte qu'il y a besoin de renforcer davantage la transparence et la gouvernance dans le secteur minier. Et si on crée une entreprise nationale, je pense qu'il faut lui assigner des objectifs clairs et s'assurer qu'il y a également des mécanismes de contrôle pour qu'elle puisse défendre au mieux les intérêts de l'État et du Cameroun. Merci Eugène Nyambal. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot? Ça, c'est une ambition hors de ma portée que de faire des recommandations à tout un gouvernement de la République, des actions idoines à mettre en œuvre pour développer l'économie. Je pense que le Cameroun a des ressources humaines importantes. Je fais confiance aux autorités pour mener les actions idoines. Par contre, ce que je souhaite, c'est que lorsque je regarde le Cameroun d'aujourd'hui, nous avons des ressources humaines au niveau national, mais une partie de nos ressources se retrouve dans la diaspora. Je pense que pour un effort de modernisation du pays, il faudrait que le Cameroun reste ouvert et qu'il puisse utiliser ses ressources aussi bien en interne qu'en externe. Allez-y. Oui. Et lorsque je regarde le potentiel du pays, nous avons un pays formidable. Et le Cameroun, c'est le moteur. Nous ne devons pas oublier que le Cameroun, c'est le moteur de l'Afrique centrale. C'est un pays bilingue. C'est un pays qui a un énorme potentiel. Quand le Cameroun avance, il fait avancer l'ensemble de la sous-région. Et tout comme la Côte d'Ivoire est le moteur en Afrique de l'Ouest. Et ce que je souhaite, c'est que quand les Camerounais se comparent à d'autres pays, pour moi, notre benchmark, notre comparateur, notre élément de comparaison naturel, c'est des pays comme la Côte d'Ivoire, c'est des pays comme le Ghana. Et par rapport à eux, on a pris ces dernières années un certain nombre de retards. Par exemple, sur tout ce qui est infrastructure. Par exemple, sur tout ce qui est même mobilisation des ressources budgétaires pour financer l'économie. Et par exemple, pour la promotion des productions de rente comme le cacao et autres. Donc, je pense qu'on doit travailler sur nos points faibles et on peut construire un grand pays qui donne des emplois aux Camerounais. Eugène Nyambal, expert international en finances publiques, vous avez travaillé au FMI, vous avez conseillé le représentant de l'Afrique au conseil d'administration du FMI, vous avez travaillé pour la Banque mondiale et pour la Banque africaine de développement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous dis également merci, messieurs Duval Fangwa et Armstrong Formy, d'avoir participé à cet entretien. Mesdames, messieurs, merci à toute l'équipe technique conduite par Emmanuel Wapi et Mitterrand Dame. Merci d'avoir suivi cette émission et merci de rester sur Equinox Télévision.